Alors, tout ça pour vous présenter et parler de ce livre qui vaut l'émission d'aujourd'hui, Francis Mandin, La véritable histoire du château du Maine, ou les mystères d'un domaine disparu au cœur du quartier de Plaisance. Peut-être vous présenter, vous êtes personnalité dans le 14e, Francis. Non, n'exagérons pas. Oh, Comme je vous ai... Non. Euh, euh, l'humilité c'est bien, mais si vous ne dites pas du bien de vous, personne n'en dira, à part moi. Pas tout à fait. Non. Je suis membre de la Société historique depuis fort longtemps parce que je me considère comme un historien amateur, mais passionné. Donc j'utilise les mêmes méthodes que les historiens professionnels. Donc j'espère éviter par ce biais les critiques que s'est attiré, parfois à juste titre, Laurent Deutsch. Euh, Quoique j'ai rien contre lui, je trouve qu'il fait un très bon travail de vulgarisation, mais moi j'ai voulu rentrer un peu plus dans la profondeur des choses, parce que là, en fait, l'exercice auquel je me suis livré est en fait une reconstitution historique. Alors je vais vous dire pourquoi. Mais c'est un vrai travail d'investigation. Un Vous travail avez fait d'investigation. combien de temps pour écrire Alors pour l'écrire, pas tant que ça, mais pour rassembler la documentation qui était quasi inexistante sur le sujet, Mais oui, vous avez puisé où vos sources? je vais vous expliquer. Bah oui. Ça m'a pris près de 3 ans. Alors d'abord le pourquoi de ce livre. Parce que, enfant du 14e, je me suis toujours intéressé à mes quartiers, à mon quartier, et beaucoup plus à la partie réellement historique qui est l'est du quartier, du 14e arrondissement. Puisque vous le savez très certainement, Jean-Claude, que la plus ancienne voie romaine, le Cardo Maximus, donc la rue Saint-Jacques, rue du Faubourg Saint-Jacques, Hmm. qui devient rue de la Tombissoire, traverse notre 14e arrondissement. Oui. C'était la route qui menait à Rome, par où partaient les jacquères. Qui allait jusque vers la porte d'Orléans? Non, 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 la Non. rue de la Tombissoire Oui, 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 je vois où elle est, oui. était l'ancienne voie romaine, Hmm. le prolongement, et donc les croisés partaient s'embarquer par cette voie-là, et les jacquères, les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, donc employaient cette voie qui est la plus ancienne de Paris, C'est ce qui voie explique romaine, qu'il y ait eu autant au-dessus des catacombes. comment je veux dire, d'édifices religieux, Voilà. d'ordre qui Alors se soient donc, installés dans le absolument, 14e, ouais. absolument. Et donc toute la partie est de notre futur 14e, puisque là on était encore à l'époque de Montrouge, et a une histoire bien plus ancienne que celle que je raconte. Parce que notre château du Maine, lui, était situé sur un quartier à venir, qui s'appelle le quartier Plaisance. Et le quartier Plaisance est le quartier le moins bien connu du 14e arrondissement. Le 14e, le soleil du 14e et qui éclipse ses voisins, c'est le quartier de Montparnasse, qui est devenu mondialement célèbre par la densité d'artistes de tout poil qui s'y sont côtoyés. Et on oublie un peu facilement qu'à Plaisance, qui est tout voisin du Tout 14e, voisin, ouais. donc ce glorieux quartier a été éclipsé le quartier de Plaisance, qui était d'abord beaucoup plus ouvrier et beaucoup plus prolétaire, mais ce qui n'empêche pas que des tas d'artistes célèbres ont bel et bien exercé leur art ou habité Plaisance. Euh, Vous voulez dire qu'il y avait moins de bobos qu'aujourd'hui? voilà, il y avait moins de bobos et c'était un quartier que moi-même je connaissais beaucoup moins, Hmm. moi qui venais du côté un peu plus bourgeois et un peu historique du 14e. Et ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est tout bêtement une découverte, comme souvent c'est le cas. Hmm. Une maison. Une maison fort ancienne, une des plus anciennes, puisque 1852. 1852 en effet, qui contenait une poutre qui était au moins d'un siècle, voire plus antérieure à la construction de la maison. Et on l'a vu parce qu'il y avait une date gravée, c'était une poutre maîtresse qu'on aurait plutôt vue dans un château ou dans des dépendances de château. Et là, forcément, la toponymie des lieux, j'habite rue du Château, la place au-dessus s'appelle place du Château, le café, café du Château, etc. J'ai été chercher un petit peu quelques renseignements sur ce château disparu dont j'avais vaguement entendu parler dans ma jeunesse. Et je suis tombé sur une légende parfaitement erronée. Alors, en faisant des recherches aussi, le quartier Plaisance, c'était un endroit où il y avait des plaisirs. Et ce certain château dont vous parlez Alors était voilà, un endroit. alors voilà, ça nous ramène à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était une époque au début du siècle des Lumières, puisque ce château est la chose la plus ancienne que nous ayons dans cette partie du 14e. Il faut dire que vers 1720-1730, à l'époque où il a été construit, on était en pleine campagne. On était sur cette partie de la plaine de Montrouge où on n'avait que trois sortes d'activités, à dire vrai. D'une part, les carrières d'extraction,
Il faut savoir que la moitié des monuments de Paris, des monuments importants comme le Panthéon, le Val-de-Grâce et l'Observatoire, ont été construits à partir des blocs de calcaire extraits du sol de Montrouge, parce que c'était le meilleur calcaire de Paris. Ce qui avait eu pour effet de transformer notre arrondissement en un véritable gruyère, dont d'ailleurs les catacombes ne sont qu'une toute petite partie, la partie qui se visite. Deuxième activité, les moulins. Tout notre 14e était couvert de moulins, il y en avait plus d'une soixantaine. Et la troisième activité, les fermes nourricières. Mais il y avait, Les fermes nourricières. il y a peu, il y avait 2 ou 3 fermes qui restaient rue de la Tombissoire. Alors la dernière, malheureusement, c'est bien ça, non? Elle a été la ferme fermée de il n'y a pas très Montsouris, longtemps. il y a eu une bataille homérique, le collectif de Port-Mahon, et malheureusement, ça s'est mal terminé pour elle, et les derniers bâtiments, qui n'étaient pas la ferme elle-même, c'était la grange étape qui subsistait au fond de parcelles, ont fini sur la tranche sous la pioche des démolisseurs. Je me souviens, quand je suis arrivé à Paris, dans les années 89, il y avait encore Place d'Italie, je ne sais pas si vous l'avez connu, un type qui venait vendre du lait. Oui. Et ce lait venait d'une ferme qu'il avait sur la butte aux Cailles. Bien sûr. Il avait une ferme avec 3 vaches. Vous vous souvenez vous avez... Absolument. Non, mais vous imaginez, est-ce que vous imaginez que Paris, il y a 20 ans, dans il y avait... le 14e, dans le 14e mon grand-père, qui est décédé dans les années 80, a connu aussi la ferme de la ville à Cœur-de-Vay, là où il y a l'actuel Monoprix, là. Et il y en avait encore quelques-unes qui sont restées en activité jusqu'à l'après-guerre. Je parle de la Deuxième Guerre. La Deuxième Guerre, 39-45, oui. Voilà, et c'est donc fort dommage que notre ferme de Montsouris disparaisse. De la même façon d'ailleurs que notre domaine de fantaisie. Alors fantaisie, plaisance, oui, vous parlez des catacombes, qui sait que sous le parc Montsouris, il y a des trous énormes. Bien sûr. Que c'est une construction récente, humaine, fabriquée par des êtres humains, je veux dire. Il n'y avait pas de parc à cet endroit. Mais absolument pas, c'était la volonté de Napoléon III d'avoir des parcs à l'anglaise. Donc il avait confié à l'ingénieur Alphand le soin de créer le parc Montsouris et le parc des Buttes-Chaumont, et les deux étaient sur d'anciennes carrières, à nouveau nos fameuses carrières du 14e. Et vous connaissez cette fameuse anecdote, le jour de l'inauguration du parc Montsouris, aux grandes dames donc des assistants, le bassin s'est vidé, comme un évier. Ça a été aspiré par... Non, parce qu'il y avait une malfaçon dans le fond du bassin qui est fort peu profond, un peu comme un évier. Et alors on dit que l'entrepreneur s'est suicidé, comme Vatel. Comme Vatel, voilà, qui avait raté son plat. Oui. Et pourquoi ? Parce que le lac du parc Montsouris est en fait sur une ancienne carrière, à ciel ouvert, qui s'appelle la carrière de la Cybèle. Et donc c'est comme un évier dont on a mal mis la bonde, il se vide et la flotte du fameux lac affiche le camp dans la carrière de la Cybèle. Donc les catacombes vont jusque là aussi sous le parc Montsouris, bien au-delà, nous sommes d'accord. Les catacombes, sous la cité U, et les carrières de Montrouge continuent sous l'actuel, ce qui reste de Montrouge. Donc le réseau souterrain au total comporte plus de 700 km de galeries, si on compte tout. Et d'ailleurs s'étend non seulement sous quasiment tout le 14e, mais aussi une partie du 15e, mais aussi une partie des 5e, 6e et 13e arrondissements. Ouais. Mais le réseau le plus dense est bel et bien ce que nous avons sous nos pieds. On en a une partie ici. Et puis il y a le réservoir rue de... Comment ça s'appelle Alors l'énorme réservoir de Montsouris. L'énorme réservoir Montsouris, oui, bien sûr. Très loin d'ici, oui. Qui jouxte le parc Montsouris. Alors pour en revenir à notre futur quartier de Plaisance, et donc l'origine de son nom, en effet, au début du XVIIIe siècle, on était dans une zone où les nobles aimaient chasser, parce qu'il y avait beaucoup de gibier, il y avait des réserves de chasse, et certains s'y étaient fait construire ce qu'on appelait des folies. Pas vraiment des châteaux, il n'y avait pas de château de Versailles. Rien à voir avec la lanterne, donc. Non, mais quand même des domaines d'agrément assez développés. Peu de gens savent qu'à l'emplacement de l'actuelle mairie de Montrouge, il y avait le château du duc de la Vallière, le petit-neveu de la fameuse La Vallière. Ève. Oui, voilà, maîtresse de Louis XIV, et que ce duc, qui était typiquement un libertin du XVIIIe siècle, était également un des plus grands bibliophiles que le XVIIIe siècle ait connu. Il avait rassemblé plus de 30 000 ouvrages, vous vous rendez compte ? Il avait aussi le château de Champs-sur-Marne. Il avait donc 2 châteaux. Et il avait accumulé une telle bibliothèque
que c'est devenu la base de la bibliothèque de l'Arsenal. Ah, carrément. Oui, la bibliothèque de l'Arsenal, peu de gens le savent, le fond provient directement de notre ami le duc de la Vallière. Et donc ce château, de la même manière, dont on a des photos, contrairement à notre fantaisie qu'il a fallu reconstituer En 3D. en 3D parce qu'on n'avait pas de photos, lui avait été pris en photo peu avant sa démolition, ce qui m'a permis de l'inclure dans la vidéo que j'ai réalisée pour illustrer mon ouvrage. Et de la même manière, ce domaine, en fait, qui a été faussement attribué au duc du Maine, alors, le duc du Maine, qui était le fils légitimé de Louis XIV et Madame de Montespan, avait été élevé par Madame de Maintenon. Et donc une légende était née, selon laquelle il aurait eu un domaine de chasse dans ce coin-là, et que donc le domaine de fantaisie aurait été attribué donc à Louis-Auguste de Bourbon, et qui serait venu chasser par là, ce qui était rigoureusement faux. C'est une légende qui semble avoir été inventée par les historiens au cours du 19e, dont on pense qu'en fait la proximité avec la chaussée du Maine explique la chose. Parce que le duc du Maine, j'ai démontré dans mon ouvrage, il avait certes le château de Sceaux, Oui, le château, mais il avait des domaines de chasse, et il n'avait aucune raison d'ailleurs même d'aller dans ces parages, et en plus les dates ne correspondent pas à la réalité historique. Donc, en reprenant mon enquête à zéro, donc comme je vous l'ai dit, ça m'a pris 3 ans, pour détruire, tordre le cou à cette légende erronée, et on s'aperçoit que non, le château du Maine n'était pas un château, c'était une demeure typiquement, une folie typiquement 18e, qui par la suite avait été agrandie et améliorée par ses propriétaires successifs pour devenir en effet, prendre des allures de petit château, mais appartenait en fait à une famille de notables parisiens, les Sauvages, qui étaient officiers des monnaies, donc des hauts fonctionnaires, mais point d'aristocrates. au nord, le petit Montrouge s'étendait sur la majeure partie du territoire de notre actuel 14e arrondissement. Les communes limitrophes étaient Gentilly côté est, Vaugirard côté ouest, et le Grand Montrouge et Vanves côté sud. Oui, parce que la répartition des communes était différente. Et donc, lors de l'annexion de 1860, puisqu'on a amputé toutes ces communes de territoire, un petit bout du sud de l'arrondissement était encore le Petit Vanves. La partie ouest était, la limite de Vaugirard était sur la rue Raymond-Losserand actuelle, ancien chemin de Vanves, et l'est était encore sur Gentilly. Donc le plus amputé a été le Grand Montrouge, qui a perdu une grosse partie de son territoire, mais d'autres communes ont été aussi un peu grappillées pour former le territoire de notre actuel 14e tel qu'on le connaît aujourd'hui. Parce que jusqu'en 1800 et des poussières et des brouettes, comme disent l'autre, il n'y avait que 12 arrondissements dans Paris. Voilà, jusqu'en 1860. Autres sont arrivés, voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les choses ont changé radicalement. Donc, pour en revenir un petit peu à notre époque, parce que là, à notre siècle des Lumières... Il ne faut pas tout dire du livre. Hein. Non, on ne va pas tout dire du livre, mais au moins qu'on traite des personnages principaux. Puisqu'on touche bel et bien sur des personnages liés à l'histoire de France, mais pas ceux auxquels on l'a attribué. Oh, il y en a un qui s'appelle Gambillard. Il m'a beaucoup plu, celui-là. Alors, non, Gambillard, c'était le surnom qu'avait donné Saint-Simon, qu'il détestait cordialement, au duc du Maine. Parce que le fameux fils de Louis XIV, qui était devenu son favori, il était très intelligent, il était malheureusement contrefait et affligé d'un pied beau. Et il était sous l'influence de sa terrible femme, la duchesse du Maine, qui a laissé à la postérité beaucoup plus de souvenirs que notre malheureux duc, par les fêtes somptueuses qu'elle donnait à Sceaux, qui était quasiment presque concurrente à celle de Versailles. Et la duchesse du Maine était la petite fille du grand Condé, et elle en a fait voir des vertes et des pas mûres à notre pauvre Gambillard, qui était fort intelligent mais très faible devant les caprices de sa femme. Donc on ne peut pas dire qu'il ait eu une vie conjugale des plus heureuses. Il y a un autre personnage dont vous parlez, c'est Fréron. Alors Fréron est très lié, et parce que c'est lui qui a donné ce nom à Fantaisie. Fréron était un critique breton qui avait créé un des meilleurs journaux de l'époque, qui s'appelait l'Année littéraire, mais qui avait eu l'imprudence de s'attaquer à Voltaire. Et Voltaire était vraiment furieux. Et donc il avait fait de Fréron une espèce d'ivrogne aviné, maître à Liboron, etc. L'avait traîné dans la boue, alors que non, Fréron avait la critique très juste
Et il s'en était pris à l'ensemble d'ailleurs des philosophes, pas simplement à Voltaire. Donc il relevait les fautes de français dans les ouvrages de Rousseau, le Galimatia de la prose d'Alembert. Bref, il s'en prenait au mouvement encyclopédiste et notamment à Voltaire, dont certaines des comédies qui l'avaient traîné dans la boue, notamment l'écossaise, ne valaient rien. Donc Fréron, même s'il était injurié et traîné dans la boue, restait parfaitement stoïque et avait fait une critique de l'écossaise qui avait encore plus fait enrager Voltaire. Vous parliez des animaux tout à l'heure, il y a la butte aux cailles, il y a la rue de l'Alouette, Et il y a le terrier des lapins. il y a le terrier des lapins, Ceux qui la future rue Didot, Voilà. qui était un secteur de Garenne. Et voilà. Et donc le duc du Maine devait certainement pas aller chasser le chevreuil dans ces coins-là. Non, il n'y avait pas de cerf ni de chevreuil. Il n'y en avait pas. On peut tout imaginer quand même, ce Paris qui n'existe plus, que l'on peut éventuellement regretter, mais... Jusqu'à une date relativement récente, qui dit gibier, il y avait encore des loups. C'est vraiment que sous Louis XV, je crois même qu'à la Révolution, il en restait encore quelques-uns. Et puis la chanson, les loups... Alors je l'ai utilisé pour un autre sujet qui nous amène à une période beaucoup moins réjouissante de notre évocation du domaine de fantaisie, qui est la commune de Paris. Il y a beaucoup d'animaux sauvages qui vivent dans Paris. Il y a des renards du côté du Palais des Congrès, vous le savez. Oui, il y a des lapins de Garenne des aussi, il y a des faucons. Des abeilles. Mais oui, au jardin du Luxembourg, il y a toujours... Vous vous rendez compte que nous, à Paris, nous avons des abeilles qui produisent du miel. Hein. Bon, c'est vrai qu'à Montmartre, il y a aussi la piquette. Voilà. Mais c'est merveilleux, Paris. Bien sûr. Et donc ce domaine était fort apprécié parce que c'était bucolique, parce qu'ensuite les moulins qui avaient perdu de leur importance minotière étaient devenus des guinguettes. On a encore l'auberge du Moulin Vert, qui existe encore. Rue du Moulin Vert. Rue du Moulin Vert. On avait, après, à l'époque des romantiques, le célèbre cabaret de la Mère Saguet, qui est devenu célèbre parce que tout le mouvement romantique s'y est précipité dans les années 1830. Victor Hugo le Premier, qui se trouvait rue du Texel, près du moulin de beurre. Gérard de Nerval, Thiers, enfin bon, tout le Gotha du mouvement romantique est venu se régaler chez la Mère Saguet, parce que d'abord c'était des gens qui n'avaient pas d'argent. Au départ, il était jeune, Victor Hugo, et elle faisait des omelettes de 12 œufs au lard, et on mangeait de la tétine de vache et de la daube de lapin, justement, pour des prix absolument imbattables. Il y avait de la mamelle de vache à cette époque. Voilà, ça, tétine de... On a les menus de la Mère Saguet. Non, mais c'est remarquable, le livre. C'est une enquête, c'est fin, c'est écrit précisément. Une fois qu'on l'a commencé, bon, c'est vrai, il y a beaucoup de personnages. Ah oui. Non, mais on ne peut pas faire autrement. Il y a eu beaucoup de personnages dans notre histoire. Le château est resté depuis 2 siècles. Et d'ailleurs, on rencontre d'autres personnages tout à fait intéressants à la suite de notre Fréron. Mais ces moulins avant... Alors ces moulins avant ont disparu. Produisaient de la farine à l'origine, oui, bien sûr. Un des derniers à avoir disparu, donc il en reste un. Et vous savez où? Le moulin de la Charité, qui est ni plus ni moins que la tour qu'on voit dans le cimetière de Montparnasse. Ah ouais. Et qui était l'ancien moulin moliniste, parce que les disciples de Molinat, c'est-à-dire les élèves jésuites du collège Jouy-le-Grand, venaient jadis goûter là. Ah ben ça je ne savais. J'avais remarqué qu'il y avait un moulin. Et c'est le seul qui reste debout. Et le plus ancien, il s'appelait d'ailleurs gentiment le Moulin d'Amour. Il avait été construit en 1191, parce qu'il faut savoir que les moulins avant n'existaient pas. Les moulins à eau, on connaissait ça depuis l'Antiquité, mais les moulins à vent ont été ramenés par les croisés. C'était une invention arabe. Et d'ailleurs, comme ça, tout le continent du sud, donc de l'Espagne, nos fameux moulins de Cervantes, jusqu'aux Pays-Bas, tout le continent s'est vu couvert par les ailes des moulins, qui avaient aussi une signification, suivant la position des ailes, c'était aussi un mode de transmission. Hein. Il faut savoir qu'il y a un langage dans la position des ailes des moulins. Mais d'où venait le blé? Alors le blé venait de la Beauce. C'est vrai que c'est pas très loin. Eh oui. Excusez-moi, mais c'est le direct. Voilà, je coupe, allez-y. Voilà. Ça venait de la Beauce, c'est pas très loin, 150 km à peu près. Oui, à peine. Il y en avait même moins, parce que les champs de blé venaient presque jusqu'aux portes de Paris. Il n'y avait pas de banlieue, il n'y avait pas d'industrie. Et donc on était dans un secteur suffisamment vanté, bien orienté. Donc le 14e, comme Montmartre, a été un endroit où il y a eu beaucoup de moulins. Et quand les moulins ont été désaffectés, il y a eu beaucoup de guinguettes à l'emplacement de ces moulins. Et les guinguettes, d'où l'expression partir en goguette, Ah ouais. d'où la rue de la Gaîté,
Toujours dans le 14e? Sur Montparnasse, mais qui se prolongeait avant sur Plaisance. Elle a été coupée en deux par l'avenue du Maine, notre rue de la Gaîté. Et tout ça a fait que c'était un secteur assez attractif. Que Chauvelot, donc, Oui, alors Chauvelot, voilà. parlons-en, c'est un personnage aussi important. Ah bah qui a changé du tout au tout. Donc pour faire la jonction, donc tout ce secteur, depuis le début de mon enquête, c'est-à-dire dans les années 1730, date de construction du domaine de Fantaisie, jusqu'à l'arrivée de ce lotisseur spéculateur, environ un siècle après, était resté mais inchangé depuis le Moyen-Âge. Et entre 1830 et 1860, tout allait être bouleversé en l'espace de 3 décennies. Et pour une raison très simple, c'est que le développement démographique de la ville s'amplifiait. Les travaux d'Haussmann n'avaient pas encore commencé, mais les débuts de l'industrialisation, eux, avaient commencé. Donc il y avait pas mal d'ouvriers qui venaient de Bretagne et de Normandie qu'il fallait bien loger. Et tous ces terrains avaient trouvé une attractivité pour devenir des lotissements. Donc tous ces terrains qui appartenaient certainement de très longue date à des familles aristocratiques, qui possédaient des dizaines d'hectares, ont donc vendu à des gens qui n'étaient pas des bâtisseurs, qui se contentaient de lotir en petites parcelles, de revendre ça avec un bénéfice évidemment à des simples ouvriers qui construisaient avec les moyens du bord. Et tout ça a donné naissance à un village qui était bien loin de mériter son nom. Parce que le village de Plaisance, à l'époque de Chauvelot, c'était fait dans une anarchie totale, il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait pas de voirie, ça se faisait totalement dehors des autorités, puisque c'était du lotissement à la sauvage. Et donc on ne peut pas dire que le quartier de Plaisance soit né sous de très bonnes auspices. Mais alors, Plaisance, pourquoi? Les plaisirs dont je parlais tout à l'heure? Parce que c'était un souvenir de la période précédente. Pour attirer, mais entre-temps, le quartier s'était industrialisé, et puis comme je vous dis, la population qui avait attiré Chauvelot était vraiment des pauvres, des prolétaires. Et donc ce qui s'est développé entre 1830 et 1865 était un village en fait assez misérable, un peu délaissé des autorités, et c'est pour ça que Plaisance a eu un développement fort difficile, parce qu'il ne faisait pas partie du 14e plus bourgeois, ou qui ont été touchés par les travaux haussmanniens, c'était un petit peu le coin des prolos. C'était un petit peu comme, vous voyez, Ménilmontant, les faubourgs un peu canailles de l'Est. Et c'est pour ça que Plaisance n'a jamais été vraiment traité comme le restant du 14e, et est resté un quartier qui s'est boboisé de nos jours, certes, mais qui garde encore des traces de ce passé prolétaire. Voire misérable. Il y a eu une époque où Plaisance, il a fallu malheureusement raser la moitié du quartier parce qu'on était en zone insalubre, on faisait partie de ces îlots, comme il y en avait de nombreux dans Paris, qu'on pouvait malheureusement plus sauver. Et malgré tout, le domaine de Fantaisie était resté quasiment à peu près intact, jusqu'à l'arrivée de ces fameux spéculateurs. Et là, c'est un Quénon, Monsieur Quénon, qui était l'associé de Chauvelot, qui s'est rendu propriétaire du domaine, et qui avait appartenu d'ailleurs à un marquis. Il a eu quand même un propriétaire noble, dont il faut que je parle 2 minutes, parce que ça m'a permis de faire une découverte. Donc, après que Fréron ait été ruiné par la cabale de Voltaire et soit mort dans des circonstances tragiques au domaine de Fantaisie, il a succombé à une attaque d'apoplexie, apprenant que Voltaire avait réussi à lui faire supprimer la ligne littéraire, ce qui signifiait sa ruine. Donc le domaine avait été revendu plusieurs fois, et sous la Restauration apparaît un haut personnage, le marquis Louis-Justin-Marie de Talaru, cousin par alliance de Chateaubriand, et qui devient ministre de Charles X, qui était le roi le plus réactionnaire qu'on ait eu. Et donc la femme de notre Louis-Marie-Justin de Talaru, qui était de très très vieille noblesse, elle était comtesse de Clermont-Tonnerre. Donc Clermont-Tonnerre. Et elle était cousine de Chateaubriand, qui habitait pas loin d'ailleurs, à l'infirmerie d'Enfer, par une grand-mère commune. Et en poussant plus loin mon enquête historique, je tombe sur un ouvrage qui montre que cette Delphine de Talaru non seulement était cousine de Chateaubriand, mais d'un autre personnage beaucoup plus sulfureux, qui était d'ailleurs enfermé à cette époque-là, qui n'était ni plus ni moins que notre divin marquis de Sade. Et donc dans mon ouvrage, je démontre que
Chateaubriand et le marquis de Sade étaient bel et bien cousins, et par des liens proches, mais ils ne se sont jamais connus. Vous voyez? C'est fantastique ces recoupements-là. Et ouais, Et voilà. tout ça en partant d'une poutre. En partant d'une poutre, oui. Et j'ai réussi à trouver ce détail, et on a l'arbre généalogique qui prouve que les Talaru, que les Chateaubriand et Sade Oui. étaient cousins en passant par les Condé, donc des personnages considérables de la... Comment vous expliquez j'allais dire en riant, famille tuyau de poil, mais bon, comment vous expliquez ces liens de parenté? Mais parce qu'à l'époque... Parce que j'ai programmé une émission sur Sade il n'y a pas très très longtemps. Alors, je vais vous l'expliquer et très simplement. Personne n'a parlé de Chateaubriand. Bah oui, mais parce qu'à l'époque... Par un ami que vous connaissez peut-être, un médecin, bon, j'ai oublié son nom là maintenant, qui habite aussi le 14e, imaginez-vous. Voilà. Parce que le 14e, je clôt la parenthèse, c'est un arrondissement qui reste encore à découvrir. Absolument. Si on laisse de côté Montparnasse, voilà. la Gaîté, la Tour... c'est ce que je disais. Parce qu'il y a des endroits encore, on est en province, j'allais dire, on est en ville, à la campagne. Alors absolument. Alors pourquoi on constate ces liens de parenté qui étaient assez proches? Parce que, bien sûr, toutes les familles nobles, la plupart, se mariaient, il y avait des liens de consanguinité. La norme était qu'on épouse des cousins, alors quand c'était trop proche, il fallait demander des dispenses de consanguinité, vous savez. Mais parfois, on se mariait avec des membres de la famille très proches. Et donc finalement, tout le monde arrivait pas à se retrouver cousin. Et Attends, je pense qu'on a engueulé Madame Boutin de s'être mariée avec son cousin Germain. oui, voilà, Oh ça là. c'était chose courante. Pour rester à l'époque. Dans le sang bleu, Voilà. dans la noblesse. Alors, Oui. par contre, parfois, et c'était pas simplement l'apanage des nobles, les notables aussi, où justement, j'explique dans mon livre que Fréron, son fils qui s'est illustré, qui est devenu un des plus sanglants révolutionnaires, avec Marat et Barras, et qui a le sang de milliers de Toulonnais et de Marseillais sur les mains, le fils Fréron, c'est parce que c'était un dégénéré. Parce que Fréron, lui aussi, avait épousé d'abord sa nièce et sa cousine. Ça se faisait. D'abord, la Bretagne était une péninsule éloignée. Donc, pas simplement justement les aristocrates pour préserver le sang bleu, mais également les simples notables étaient amenés à se marier avec des gens de leur proche famille. Et donc, on s'explique le fait que Stanislas Fréron était un peu fêlé, par ces problèmes de consanguinité. Ah ouais, d'accord. Voilà. Oui, Marat qui était connu quand même pour ses maladies sexuellement transmissibles, assassiné par Charlotte de Corday, et non pas Charlotte Corday, qui était une aristocrate. Qui est une aristocrate aussi, nous sommes d'accord. Et alors donc ce personnage de Stanislas Fréron qui a vécu toute son enfance dorée dans le domaine de fantaisie a très mal fini. Je raconte tout un chapitre de sa vie parce que vraiment sa carrière est hallucinante. Il était d'abord parrain du roi, il était filleul du roi Stanislas Leczinski. La reine de France ainsi que les princesses royales l'adoraient. Donc tellement les protections de Fréron père étaient hautes. Vous vous rendez compte? Le fils d'un simple critique littéraire avait été choisi pour être le filleul d'un ancien roi. Et pourtant, Stanislas Fréron, quand il a quitté Fantaisie, est allé faire ses études à Louis le Grand et il est devenu pote avec Robespierre et avec Camille Desmoulins. Au moment de la Révolution, il a complètement oublié ses valeurs traditionnelles. Son père défendait l'Église, la monarchie. Oublié le fait qu'il avait connu dans sa jeunesse que des gens proches du plus haut échelon du pouvoir. Donc quand même, Madame Adélaïde, c'était Marie de Leczinska, la propre reine de France. On ne pouvait pas aller plus haut. Il est allé à Versailles dans sa jeunesse. Il a complètement basculé dans le clan des plus sanglants révolutionnaires. Il voulait que Louis XVI soit exécuté immédiatement, et que Marie-Antoinette soit traînée telle la reine Frédégonde à la queue d'un cheval dans tout Paris. Il a pété un câble. Ensuite, il a été nommé comme proconsul avec Barras, et il a fait fusiller des dizaines de milliers de Toulonnais, et donc il a laissé un souvenir épouvantable. Et pour en terminer avec la carrière de ce malheureux Fréron, il était tombé amoureux de Pauline Bonaparte, qui lui rendait bien. Ils ont été à 2 doigts de se marier. Mais Bonaparte, qui était encore le général Bonaparte, connaissait l'oiseau et se méfiait terriblement d'un personnage pareil. Il voulait en aucun cas
que Fréron devienne son gendre. Et donc, avec un certain machiavélisme, Napoléon lui octroyait un poste à Saint-Domingue, sachant très bien qu'il y avait une épidémie de fièvre jaune qui décimait d'ailleurs son armée. Il espérait bien que l'autre l'attraperait. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Pauline, entre-temps, n'avait pas épousé Fréron, avait épousé le général Leclerc, est allée dans cette expédition, son mari est mort, son ancien amant est mort, et elle est devenue la princesse Borghese. Voilà pour l'histoire de Stanislas Fréron. Moi, je suis épaté par les recherches. Si vous pouviez éviter, parce que moi j'entends et ça fait du bruit, parce que ce micro, il est il capte tous les. C'est une véritable. Vous vous êtes senti un peu Sherlock Holmes à un moment Tout à fait. Bon, certains pourraient vous dire, mais qu'est-ce qui atteste que votre version est la bonne? Ah ben ça, Francis Mandin. J'ai absolument tous les documents, ils sont attestés. Mais où avez-vous retrouvé les documents? Quelle bibliothèque? Je vais tout vous dire. Allez-y. J'ai démarré mon enquête, comme il faut, enquête de proximité, à la Société historique du 14e. Du 14e, d'accord. Qui est une des plus anciennes. Notre ancien maire, Gilbert Perrois, dans les années, qui a maintenant sa place à son nom, était lui-même un historien. Et nous avions une revue de la Société historique du 14e fort bien documentée, dans laquelle j'ai retrouvé la trace des premiers articles qui commençaient à mettre en doute justement la paternité du duc du Maine concernant notre domaine de fantaisie. Mais ils n'avaient pas encore mené l'enquête aussi loin que je l'ai fait. Partant de là, j'ai cherché dans 3 directions différentes. L'iconographie, voir si on avait des photos, des gravures qui représentent notre château disparu, et là j'ai fait chou blanc. Il n'y en a quasiment pas. Les textes qui en parlent, et qui ont permis petit à petit de corriger l'erreur l'attribuant au duc du Maine, et ensuite les plans anciens qui parlent, et qui nous montrent l'évolution du domaine au fil du temps, comment il avait été agrandi par ses 2 plus illustres propriétaires qui sont Fréron et Talaru. Fréron qui était devenu riche et qui en avait fait un petit Ferney. Il ne faut pas oublier que Voltaire avait aussi un château. Un château à Ferney. Et Fréron, justement pour lui montrer qu'il faisait la nique à Voltaire, s'était offert quelque chose de plus grand. Fantaisie, avec un parc de 4 hectares, a été bien plus grand que le château de Ferney. Et tout ça dans Paris 14. Tout ça dans Paris 14. Et c'est probablement aussi pour ça que le marquis de Talaru, qui avait déjà le château de Chamarande, s'est dit, bah tiens, aux portes de Paris, comme pied-à-terre pour aller aux Tuileries, c'est quand même moins fatigant que de faire 35 km depuis le château de Chamarande. Il s'était installé. Et à cette époque-là, en effet, il ressemblait bel et bien à un petit château, comme le montre la reconstitution 3D qu'on a été obligé de faire, parce qu'on n'avait justement pas de photos, on n'avait rien. Oui, mais enfin, au niveau architectural, il n'y a pas grande prouesse, nous sommes d'accord. Non, c'est une très belle folie 18e, agrémentée d'un parc ornementé de ce qu'on appelait des fabriques, un peu comme à Bagatelle, des fausses grottes, une petite chapelle et des choses comme ça. Mais il n'y a rien de plus à en dire. Et donc il est plus intéressant de s'intéresser précisément aux personnalités ayant habité le domaine qu'aux particularités architecturales. Il n'en avait pas. Il y avait, comme je l'ai expliqué, c'était une maison bourgeoise qui avait été en effet agrémentée pour faire façon château. Alors vous parlez de Bagatelle, vous n'êtes pas sans savoir que Bagatelle renferme quelques secrets alchimiques. Oui, absolument. Est-ce que l'on retrouve ce genre de pistes à cette fantaisie? Non, mais on sait que Fréron était franc-maçon et était d'un haut grade, était monté haut dans la franc-maçonnerie. Maintenant, concernant Talaru, je ne pense pas. Toujours est-il, ce qui est attesté, c'est que ce domaine de fantaisie, en fait, était un peu moins ancien que ce qu'il avait été dit. S'il avait été réellement attribué au duc du Maine, il aurait dû être daté de la fin du XVIe. Alors qu'en réalité, et ça j'en ai une certitude, parce que les plans ne mentent pas. Si on voit un plan de 1728 où on voit un champ, et que sur le plan de 1731, on voit le plan de Delagrive, on voit très nettement les contours du domaine avec ses 4 hectares, c'est qu'il a été bel et bien compris dans cet intervalle de temps. Donc pour terminer mes recherches, j'ai été à la Bibliothèque nationale, j'ai été aux Archives nationales, à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, de Sainte-Geneviève, le musée de Sceaux, pour essayer de trouver tous les éléments pour raconter l'histoire que je vous raconte.
Et ça m'a pris beaucoup de temps parce que ce domaine, en effet, était très peu documenté. Il a fallu que j'aille piocher dans des dizaines et des dizaines d'ouvrages, consulter des dizaines et des dizaines de cartes pour arriver à reconstituer un truc dont je suis sûr, où il n'y a pas d'erreur monumentale. Donc la liste des réels propriétaires de fantaisie est rigoureusement attestée année par année. Les plans du château, la reconstitution 3D qu'on en a fait en images, on en est sûr au mètre près. Et donc aujourd'hui, si on va sur Internet dans Google Earth et qu'on tape le nom de domaine, enfin le titre du livre avec mon nom, on va sur le site de mon infographiste et on peut retrouver en image 3D le domaine de fantaisie et le visiter en image de synthèse ou sur Google Earth, on le voit carrément incrusté hein. Là où est maintenant la triste Zac Didot. Donc c'est le petit plus qu'on a dû apporter une simple enquête historique parce qu'il a fallu reconstituer. Vous vous êtes fait plaisir en faisant toutes ces recherches? Mais beaucoup. C'est un travail passionnant. Si j'avais trouvé beaucoup d'éléments sur ce château et plein de photos, ça aurait été moins passionnant que se dire, mais à partir d'une simple gravure, mais on connaît les caractéristiques architecturales des 18e, et de plans parcellaires qui sont précis au mètre près, c'était même plus excitant de reconstituer le château. Y compris son parc. Et donc j'ai été jusqu'à faire refaire par un spécialiste de l'aquarelle, Christian Bénilan, qui a consacré plus de 20 années de sa vie à faire des aquarelles des châteaux et demeures disparus du 14e arrondissement. Donc une fois qu'on eut finalisé cette modélisation 3D, j'ai demandé à Christian de choisir un angle de vue qui montre aussi l'environnement champêtre que nous avions au 18e, et de faire une aquarelle à l'ancienne, donnant une idée de ce que pouvait être le domaine de fantaisie, précisément à l'époque de Fréron. C'est le même qui parle du logiciel SketchUp? Alors non, ça c'est l'infographiste qui m'a aidé à faire d'abord la modélisation 3D. Oui. Et une fois qu'on a eu la modélisation 3D, en effet, Christian, l'aquarelliste, a pu s'en inspirer pour recréer Fantaisie et son environnement, qui est d'ailleurs le dos de le 4e de couverture du livre. Parce qu'il précise bien, enfin, étant donné le manque d'informations concernant l'intérieur, seule l'enveloppe externe du bâtiment et de ses dépendances a été modélisée. Et voilà. Donc, impossible de reconstituer le mobilier, les pièces. Non, parce qu'on n'a que quelques descriptions. Alors on sait que Fréron avait évidemment comme un cabinet, une bibliothèque, mais on ne sait pas à quoi elle ressemblait. On a des vagues descriptions, mais on n'était vraiment pas en mesure de reconstituer le plan intérieur ni les pièces. Mais enfin, c'est déjà pas mal. On a reconstitué le parc, les dépendances et tout ce qu'il y avait réellement là. Mais pourquoi l'avoir appelé le château du Maine? Ça n'a jamais existé. C'est ce que je vous dis. C'est une erreur historique qu'il a fallu corriger parce qu'il n'a jamais d'abord officiellement porté ce nom-là. Et le seul nom sur lequel il a été connu, c'était Fréron qui lui avait donné, et c'était le domaine de fantaisie. La légende du château du Maine n'est apparue d'ailleurs qu'au 19e siècle. Comme j'explique, probablement parce que la chaussée du Maine, donc notre actuelle avenue du Maine, passait à une centaine de mètres du domaine. Ils ont dû faire une confusion. Voilà, c'est ce que j'ai retrouvé effectivement, c'est l'histoire de ce domaine improprement nommé Château du Maine, de ses propriétaires successifs et de l'évolution d'un coin de campagne devenu le quartier de Plaisance que nous avons voulu reconstituer au travers de cette enquête historique. Voilà. Mais vous mériteriez de passer, je ne sais pas, dans une émission de Arte par exemple. Mais je vais tenter de le faire. Mais c'est vrai, ou alors, attendez, comment ça s'appelle, Déraciné des ailes. Oh, là c'est peut-être un peu ambitieux. Non mais ce 14e arrondissement de Paris est vraiment, je suis d'accord avec vous et j'en suis voisin, mais manque beaucoup de personnes qui parlent de lui. Et alors le problème de Plaisance, c'est que Plaisance a perdu sa mémoire. Parce que Plaisance était un quartier ouvrier, où les gens n'avaient pas d'archives, ne prenaient pas de photos. Donc il existe de vagues souvenirs de ce château. Il évoque encore à des petits-fils de gens qui ont habité ce secteur du 14e à la fin du 19e siècle. Donc il faut remonter aux arrière-grands-pères. Donc il y a de vagues souvenances. Mais il n'y a pas de documentation parce que le quartier a tellement changé, a tellement été bouleversé, comme je l'ai expliqué, qu'une fois que le château a été démoli, d'ailleurs tardivement, en 1899, ou du moins ce qu'il en restait, et pour construire, vous voyez, on s'embêtait pas avec le patrimoine, parce qu'il représentait quand même, à défaut d'être un château vraiment important, c'était quand même quelque chose qu'il aurait fallu conserver. Mais non, on a rasé tout ça pour faire l'entrepôt des tramways.
Et donc pendant longtemps, la ligne Léal-Malakoff, le fameux tramway à perche, Oui. qu'on a connu au début du siècle, Mmh. allait se ranger dans les anciens bâtiments de fantaisie. C'est comme ça qu'il a terminé. Mais il y avait beaucoup de fantaisie dans Paris. Il y avait beaucoup de villages dans Paris. Il y Voilà. avait beaucoup de ce qu'on appelle, nous les connaissons, ce qu'on appelle les villas, Absolument, qui sont des endroits mais prodigieusement beaux, absolument. calmes. Je pense à cette rue des Thermopyles, Alors- au passage de l'Enfer. Alors, la rue des Thermopyles, ça nous amène au deuxième lotissement de notre ami Chauvelot. Voilà. Après avoir créé le Plaisance qu'on connaît, il avait créé le lotissement des Thermopyles, mais dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que c'était un cloaque, c'était pas du tout l'allée verte qu'on connaît. Mhm. C'était des petites rangées de maisons ouvrières mal construites avec des matériaux de récup. Vraiment, c'était une zone pour les prolétaires, pour les loger bon marché. Et en dernier lieu, Chauvelot, on lui doit quand même la création de la ville de Malakoff. Il faut savoir qu'initialement, il voulait implanter, il avait déjà une idée précurseur, un genre de Luna Park. Malakoff qui n'existe pas en 1860. Hein. Ça a été créé après 1860. Non, pas tout à fait. Non. Très légèrement avant. Après, non, c'est devenu une commune après. Ouais. Mais Chauvelot, justement, ayant été échaudé parce qu'il était en bagarre avec les administrations de Montrouge et de Vaugirard, donc il avait un peu laissé tomber le secteur de Plaisance et des Thermopyles pour aller planter ses pénates plus au sud, au-delà des Fortifs, dans un secteur qui s'appelait la Nouvelle-Californie, qui était sur Vanves. Et là, il voulait réaliser ce qu'il n'avait pas pu faire dans le parc de Fantaisie, son fameux Luna Park, qu'il a appelé la Tour Malakoff, et qui était en fait un parc d'attractions avant l'heure. Alors forcément, qui dit parc d'attractions dit lotissement. Donc autour de ce fameux parc d'attractions qui a eu un succès fabuleux, il avait 10 à 12 000 personnes qui venaient visiter ça le week-end. Il y avait un bal, c'était très attractif. Et donc s'est créé l'embryon de ce qui est devenu plus tard la ville de Malakoff, qui a eu un véritable papa, qui est ce lotisseur. Alors on peut lui reprocher ses méthodes, parce qu'il ne s'embarrassait pas d'urbanisme. Le bal, c'était dans le lavoir Pardon ? Le bal, c'était dans le lavoir. Ah non, ça c'était le deuxième bal. On a eu D'accord. le bal de la tour de Malakoff faisait partie du parc d'attractions Chauvelot. Et Plaisance a connu un très grand bal vers les années 1890 qui s'appelait Chez Paysans et qui était rue Maison-Dieu. C'est l'époque des grands bals qui pouvaient contenir 1000 à 1500 personnes. Et d'ailleurs, rue de la Gaîté, il y avait le célèbre bal des 1000 colonnes qui était un peu similaire. Donc il y avait sans parler du célèbre bal Bullier qui était en face de la closerie des Lilas. Donc les grands bals populaires avec ces planchers, dont il nous reste que la Salvagram en fait, qui était sur ce modèle. Il y en avait plusieurs dans l'arrondissement. En face de la closerie des Lilas, mais de quel C'était le côté Bullier. De quel côté Là où il y a le Crous. Ah d'accord, oui. Voilà. D'accord. Et il y avait un énorme bal qui a été démoli au moment d'ailleurs de la construction du métro, etc. Et donc, Montparnasse, lui, a gardé ce côté de la rue de la Gaîté qui a disparu de notre quartier de Plaisance. Et principalement, disons, on peut dire des années 1860 à 1900, ça a été la pire période, ce qu'on appelait la Grande Dépression, où là, on s'était déjà tapé la commune de 1870, c'est les 30 années les plus terribles. Alors, Gérard me demande où se trouve le quartier Plaisance. Très Je l'ai facile. noté entre le boulevard Brune et les abords de la gare de Paris-Montparnasse, et entre la rue Vercingétorix et l'avenue du Maine. Non, je peux vous Il donner est traversé par la rue d'Alésia. C'est oui. Wikipédia, ça. Hein. Oui, c'est pas tout à fait. Non, mais regardez, j'avais noté. Hein. Oui, c'est pas tout à. Oui, c'est un peu. Grosso modo, c'est ça. C'est le secteur qui est délimité au nord par l'avenue du Maine, à l'ouest par la rue de l'Ouest et le ballast du chemin de fer. Au sud, en effet, elle va jusqu'au boulevard Brune. Et ensuite, on remonte par la rue des Plantes. Et la bordure, l'autre bordure est l'avenue du Maine. C'est ce périmètre-là, le quartier de Plaisance, administrativement parlant. Le rôle de Chauvelot, on n'a pas suffisamment parlé. Chauvelot a été celui qui a transformé, ce qui a donné naissance au quartier. C'est un lotisseur, on peut l'appeler lotisseur. Ah oui, c'est vraiment un lotisseur spéculateur. Ouais. Alors, philanthrope, certes, mais spéculateur néanmoins. Et il a gagné beaucoup d'argent en faisant cette opération. Et comme je vous dis, c'était pas un urbaniste, donc le résultat entre guillemets positif est que ces ouvriers ont pu quand même s'offrir un petit toit. Mais le côté négatif, c'est que c'était vraiment un village sans éclairage, sans eau courante, sans aucun des critères
c'était vraiment ce qu'on appelait un écart, on était dans les faubourgs. Voilà. Oui, ces villas, tout à l'heure, les Parisiens le savent, pas tout le temps, ce que sont les villas, parce qu'on retrouve à l'intérieur d'immeubles des maisons individuelles. J'ai oublié de dire que Dalida et Sylvie Vartan avaient habité le 14e. Alors, oui, après se sont déplacés Dalida à Montmartre, mais alors, l'histoire des villas, c'était souvent lié à l'histoire des propriétaires de parcelles. On a encore de nombreuses villas qui donnent Villa Seurat, célèbre, une villa d'artistes où habitaient André Lursa, Dali et plein d'autres. Et donc, les anciens propriétaires, en effet, dans ces villas, faisaient construire des maisons individuelles, en général sans réserver une pour eux. Et ça donnait une urbanisation qui gardait encore un petit côté, j'allais dire, campagnard. Donc on retrouve des maisons individuelles, un petit peu comme dans le 20e ou le 19e arrondissement. Mais absolument. Du côté. Mais ça existe toujours. Toujours. Et c'est très coté. Il y a des jardins potagers. Voilà, et beaucoup étaient des ateliers d'artistes. Il ne faut pas oublier que ces gens-là occupaient des professions artistiques. On a toujours l'emplacement de l'atelier de Giacometti, rue Didot. Le douanier Rousseau, Cézanne, qui encore ont habité rue Vercingétorix, ont eu leurs ateliers. Donc il n'y a pas que Montparnasse. Et tout le 14e était un quartier dans lequel la densité des ateliers d'artistes, d'ailleurs pas simplement des peintres, beaucoup de photographes, Man Ray œuvrait dans le 14e, et aussi beaucoup de sculpteurs. Donc tout le secteur des arts est représenté dans le 14e. On sait très bien que Michel Audiard, les Tontons Flingueurs, évidemment Jacques Demy, Agnès Varda, tout ça c'est des gens du 14e. Et la liste peut être très longue. Hein. Patrick Devers, c'est dans le 14e. Patrick Devers aussi. qui s'est suicidé justement, pas rue des Thermopyles, mais cité Bauer, à 2 pas de l'endroit qu'on cite, bien sûr. La liste serait trop longue pour les citer tous. En musique aussi, Renaud vient du 14e. Thierry Séchon, le frère, habite toujours le 14e. Je sais très bien, je l'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça. Et l'autre frangin, David, qui est le frère jumeau de Thierry, a été mon condisciple en mai 68 au lycée Montaigne. On était dans la même classe, vous voyez. Et Coluche était pas bien loin, à Montrouge. Rue Gazan, originaire de Montrouge. Où la maison, vous l'avez vu, a été rachetée. Bien sûr. La piscine détruite, un désastre. Une horreur. Et donc, Jacques Dutronc, Françoise Hardy, qui ont habité très longtemps rue Allée. Voilà, où moi-même d'ailleurs je vais déménager, puisque ma maison de la rue du Château ayant fini ma mission d'investigation sur la rue du Château, le hasard de l'existence veut que j'ai trouvé une autre maison, rue Allée. Dans le 14e aussi. Mais dans un secteur encore plus intéressant, parce qu'encore où il y a beaucoup plus de passé. Donc peut-être que mon deuxième ouvrage remontera beaucoup plus loin que le siècle des Lumières et nous ramènera aux origines de Paris, cette fois, au temps des Gallo-Romains, parce qu'on est en plein sur le secteur où passait l'aqueduc gallo-romain. Il reste d'ailleurs dans la rue Il reste un regard, mais ça c'est l'aqueduc des Médicis. Oui, mais vous savez ça. Parallèle, mais qui est postérieur de. Ça donne. Non, je ne parle pas de celui-ci. Ça donne sur un côté du parc Montsouris. Oui, c'est celui-là. C'est celui-là, là. Oui. Où il y a un lotissement qui a été construit. Oui, c'est le tracé de l'ancien aqueduc romain était quasiment parallèle à celui des Médicis. Mais ce qui a été bien, c'est qu'il a été conservé. Oui, voilà. Dire, quand les travaux il en reste des traces. Quand même des traces. Hein. Il en reste des traces. C'est la maison du Fontainier. Aussi. Oui. Voilà. Ça reste énormément riche, Paris. Et surtout, alors, contrairement justement à certains, on peut dire certains arrondissements périphériques, où malheureusement il reste beaucoup moins de traces historiques. Regardez, dans les quartiers qui ont été vraiment très haussmannisés, ont perdu leur âme. Dans le 16e, hormis le petit village d'Auteuil-Neuilly-Passy, qui peut rappeler l'existence des villages disparus, c'est du haussmannien. Alors que le 14e, qui a été moins concerné par ces grands travaux, a gardé plus des traces anciennes. Vous voyez ? Et donc c'était une histoire certes passionnante, et je ne compte pas m'arrêter là. Donc Montparnasse reste Montparnasse. Alors Montparnasse, il y a endroit à visiter, mais en même temps, c'est Paris à la campagne ou c'est la campagne à Paris. Mais Montparnasse, c'est plus ça. On peut reprocher, non, je parle de plaisance. Montparnasse a perdu tout son côté campagnard
Alors qu'on peut retrouver encore quelques petites traces dans les autres quartiers du Allez, 14e. donnez-nous l'envie de découvrir la rue des Thermopyles, de découvrir la rue du Moulin Vert, la cité Bauer. Ah bah, alors j'ai un excellent confrère et que je salue au passage, Gilles Thomas Dufresne, qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs La Villa Seurat. sur les moulins. Il a un site Secret de Paris et qui organise depuis 15 ans des visites guidées sur tous les côtés mystérieux du 14e, des parcours thématiques. Voilà, et d'ailleurs peut-être qu'on organisera ensemble une visite de l'ancien site du château du Maine et où on racontera un peu l'histoire qui est développée dans mon livre. Alors en 2014, que reste-t-il de cet endroit? Bah, il reste rien à part le souvenir que j'ai reconstitué. Rien, même pas une pierre, même pas... Rien. Rien. Ça a été remplacé par la Jacques Didot. Alors la seule petite trace qui reste est une dépendance qui date du marquis de Talaru, donc qu'il avait fait construire dans la cour du 133. Et si on va au 133 rue du Château et qu'on a le code, on découvre une maison typiquement donc, des années 1820, qui était sans nul doute les dernières dépendances du domaine de fantaisie qui est survécu. Le quartier d'Enfer Rochereau est aussi un quartier qui a su garder une certaine, j'allais dire, joliesse. Oui, c'est ce que je dis, notamment précisément la rue Allée, dans laquelle je vais émigrer, puisqu'ayant terminé ma mission sur la rue du Château, je me rapatrie dans une partie du 14e qui est une histoire encore beaucoup plus ancienne. Et je pense que le sujet de mon deuxième ouvrage ne sera plus Plaisance, mais le Petit Montrouge, qui est donc un secteur où on trouve beaucoup des traces d'abord d'occupation humaine bien plus anciennes que dans notre quartier qui est né, comme je vous dis, qui était en fait un bout de campagne qui a été intégré dans la ville. Là, non, on était dans une partie qui nous ramène aux origines de Paris. Il y a aussi le quartier Alésia, c'est aussi un vieux quartier. Plus récent. Même si la rue d'Alésia... Plus récent. La rue d'Alésia n'est pas tellement ancienne. Alors, Francis, les Parisiens ne savent plus, les provinciaux ne le savent pas. Mais depuis l'installation des digicodes, il est devenu difficile de pousser une porte. Souvenez-vous, les concierges. Souvenez-vous, Paris au mois d'août. La mère Pampine, la concierge, c'était génial cet endroit-là. Maintenant, tout a disparu. Ah, oui. Et y a-t-il encore des endroits où l'on peut pousser une porte sans qu'il y ait un numéro à faire? Donnez-nous envie d'y aller. Alors c'est malheureusement devenu très difficile parce que même sur les endroits anciens, les immeubles même qui ont un peu d'histoire, il y a des digicodes. Mais néanmoins, il y a des moments où on peut, j'allais dire, s'introduire un peu clandestinement dans des endroits qui, par moments, restent ouverts. Exemple, Villa Allée, nous avons un des plus anciens lotissements du 14e. C'était le Clos des Catacombes. Ce sont les frères Javal, en 1835, qui avaient créé cette espèce de place hémisphérique où les parcelles ressemblent un peu à des tranches de vache qui rit. Voilà. Et à côté de cette placette, existe une entrée où on se croirait vraiment à la campagne, qui s'appelle la Villa Allée, et qui de temps en temps, la porte reste ouverte. Donc ça, c'est une balade qu'il faut faire, parce qu'on se retrouve en plein Paris de 1830. Et on est à 50 mètres à vol d'oiseau de la place d'Enfer Rochereau et du Lion de Belfort. Et on est dans d'autres lieux, une autre époque. Et donc si on connaît vraiment bien le 14e, on peut encore découvrir nombre de petites impasses ou d'allées privées comme ça, où on retrouve indubitablement des bouts de campagne incrustés à l'intérieur de notre arrondissement. Et puis il y a aussi un autre aspect non négligeable dans le 14e, c'est pas l'arrondissement où la voiture est la reine. Hein. Ah, il y a beaucoup de passages de rues piétonnières, nous sommes d'accord aussi. Oui, ça c'était un peu la volonté de notre maire. Mais au contraire, je ne suis pas du tout contre, mais de garder ces endroits où l'on puisse... parce que c'est vrai que se garer est devenu très problématique à Paris, mais de garder des rues piétonnières avec des commerçants, mais il y a des endroits, mais des rues extraordinaires dans le 14e. Nous avons la célèbre rue Daguerre qui est devenue Bobo, mais qui reste un peu comme la rue Mouffetard, un des endroits de Paris où il y a le plus de commerce de bouche, et des poissonniers, et il n'y a pas si longtemps on vendait encore du gibier.
Ouais, la rue Mouffetard. Maintenant, ça Hein. s'est très boboifié. Ouais. Et malheureusement, la rue Daguerre prend un peu ce chemin-là. Ouais. Mais quand même, on y trouve encore les traces de ses origines villageoises. Vous connaissez le petit cabaret, le Magique? Où est-il situé précisément? Dans le 14e, mais Mais j'ai le nom qui me revient là comme ça, mais c'est un ami qui est venu, Luc Harvey, qui est venu ici présenter une émission et jouer du piano. Ah ben non, parce que malheureusement, notre 14e comporte aussi nombre de cabarets et de cinémas de quartier disparus. Hum. Vous savez que certains des plus anciens cinémas du 14e, que moi j'ai connus étant jeune, ont disparu dans les années 70. Par exemple, le petit cinéma Univers, que j'ai connu dans ma jeunesse, avait été, je crois, le 3e ou 4e plus ancien cinéma de Paris. Et il en est de même pour certains des cabarets. Ils ont connu en général une fin en même temps que les moulins, parce que comme je vous avais expliqué, les anciens moulins du 14e avaient été progressivement transformés en cabaret, et quand on a démoli le moulin, il n'y avait plus de cabaret. Et donc ils sont restés plutôt concentrés dans la zone qui subsiste toujours, c'est-à-dire la rue de la La Gaîté. rue de la Gaîté, oui. Voilà. Hum. Mais ils ont un petit peu disparu du restant de l'arrondissement. Il y a des restaurants que vous pourriez recommander aux provinciaux ou aux internautes qui nous suivent depuis, je sais pas, vous dites tout à l'heure, depuis le Vietnam ou le Maroc. Oh, alors dans le 14e Des arrondissement... bonnes adresses, il y en a beaucoup. Il y en a plein. Alors, on n'est pas dans un restaurant où il y a beaucoup de restaurants de tables étoilées. Non, mais j'oublie, le Dôme, la Coupole, Voilà. le Select. Alors ça, c'est des grandes basses. Je laisse tomber. Hein. Non, mais alors, il y a plein de restaurants de quartier, mais quand même haut de gamme, sans être des restaurants étoilés, qui étaient notamment beaucoup fréquentés par le président Mitterrand, comme la Cagouille, Ah oui, qui est connue, ou l'assiette, qui est en à ne bas de la pas rue du confondre Château. avec la cagoule. Hein. Oui, ou l'assiette, L'assiette en bas de la rue du précisément Château. en bas de la rue du Château, qui était fréquentée par Tonton. Et des restaurants comme ça. Il y a le fameux restaurant d'ailleurs qui est tout proche de la maison de la rue Allée que je vais acquérir, où venait souvent Michel Audiard, qui a changé de nom, parce qu'à l'époque des Tontons Flingueurs, il avait un autre nom. Mais il y a pas mal de restaurants de quartier comme ça qui sont restés emblématiques. Et je ne parle pas des grandes brasseries célèbres en effet de Montparnasse. Donc c'est un quartier où il fait bon vivre. Et d'ailleurs, les habitants du 14e sont attachés à leur quartier. J'en suis la meilleure preuve. Puisque là, je vais d'une maison à l'autre. D'abord, comme on l'expliquait, il n'y a pas tellement d'arrondissements dans Paris où il y a beaucoup de maisons individuelles. Non. C'est plutôt dans les arrondissements périphériques. En effet, on retrouve ce phénomène à la Mouzaïa, Oui. à l'est de Paris, Oui. vers la butte aux Cailles. Oui. Et encore, elles disparaissent. Hein. Voilà, dans le 14e encore pas mal, après ça devient de plus en plus rare. Et donc aujourd'hui c'est devenu un privilège d'habiter une maison individuelle dans une grande capitale comme Paris, avec un petit bout de jardin, ça c'est vraiment autre chose même que d'habiter un appartement magnifique dans de l'haussmannien. C'est une toute autre approche. Et c'est ce que vous allez... dans quoi vous allez faire. habiter à partir du mois de... Voilà, donc bientôt, et peut-être que dans ma nouvelle maison, qui est assez ancienne également, moins ancienne que celle de Mais la rue quand du vous Château. dites une maison, c'est une maison. Une vraie maison. Une vraie maison dans Paris. Voilà, comme celle que j'avais rue du Château. Sauf que là, dans le secteur de la rue Allée, je suis dans un secteur encore plus ancien et encore plus historique. Et d'ailleurs, je sais déjà que ma future maison se trouve exactement à l'aplomb, à 22 mètres exactement, d'une salle cataphile fort connue. Ah d'accord. Parce qu'on est en plein dans le secteur des catacombes, et comme je vous expliquais, à l'origine de la rue Allée, en 1830, c'était le clos des catacombes qui a été loti par les frères Javal, qui étaient associés au banquier Laffitte. Donc en creusant un petit peu dans une de vos pièces, vous pourriez arriver... Alors à mon avis, en creusant dans la cave de ma nouvelle maison, 22 mètres, je pourrais créer une échelle de pompier et me retrouver directement dans une salle des catacombes. Et d'ailleurs, d'autres maisons du quartier en ont réellement. Alors on n'a pas le droit de les utiliser, elles ont été murées, mais certaines maisons proches de la mienne avaient bel et bien des puits d'accès aux catacombes. Ouais.
Et ce que les gens ignorent, c'est qu'il y a toujours des tas de... De jeunes, Alors enfin, de personnes, oui. c'est un petit peu la lutte de l'obus contre la cuirasse. On découvre un ancien puits muré, on le redémure, on a à nouveau un accès aux catacombes jusqu'à ce que l'inspection des carrières s'en aperçoive et fasse murer le truc. Mais il y a tout un monde secret et souterrain sur lequel il y a beaucoup à dire dans les galeries souterraines. La partie qu'on appelle, à dire vrai, les catacombes, ce qu'on appelle l'ossuaire, Oui. représente mais une minuscule proportion Par rapport aux par milliers rapport de kilomètres. pas De des milliers, mais galeries. des centaines de kilomètres de galeries, dont certaines d'ailleurs. Quand je dis, j'avais entendu parler de 3000 km de galeries. Au total, dans Paris, on ne devrait pas être loin. Oui, Parce qu'il ne faut pas penser que le 14e soit le seul endroit de Paris où il y a des carrières. nous sommes d'accord. Il y en avait aussi à Montmartre, il y en avait aussi justement à Belleville. Même situation que le parc Montsouris. Le parc des Buttes de Chaumont, c'était d'anciennes carrières. Et il y en avait aussi au Trocadéro. Au Trocadéro aussi. Voilà. Mais le principal reste quand même notre secteur à nous. Et c'est là le miracle parisien. Qui est le plus creux de Paris. Nous sommes d'accord, Francis, c'est le miracle parisien aussi. Moi, je m'émerveille. Hein. Je ne suis pas parisien d'origine, vous l'êtes, vous êtes né à Paris. Oui, absolument. D'accord. Depuis Donc plusieurs générations. vous êtes un vrai parigot. Oui, on peut le dire. Oui, non. Oui, Parigot, ça a toujours le côté un peu gouaille, des faubourgs, mais pourquoi pas, oui. Non, moi je venais un peu du côté bourgeois du 14e. Mais le côté justement gouaille faubourienne de Plaisance a été souligné dans plein de films des années 50. Non, mais ce que je voulais dire, c'est le miracle parisien, c'est qu'avec toutes ces galeries, toutes ces catacombes, tous ces souterrains, toutes ces trous qui ont été faits, le métro, qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait aussi peu d'effondrements de rues qu'il n'y en a eu. Ça a été rare quand même. Oui, mais il y a eu aussi... il y en a eu. Il y en a eu, et puis il y a eu des travaux considérables de renforcement. Parce que, en effet, vous faites bien de dire que notre arrondissement est un vrai gruyère, et au 18e et même au début du 19e, il n'était pas rare que, pouf, ce qu'on appelle un puits de fontis se forme, et paf, un immeuble entier, voire un pâté de maison, disparaisse à 20 mètres sous terre. Voilà, il a fallu des travaux considérables de renforcement pour faire tout ça. Vous l'aimez ce Paris, hein? Comment? Vous l'aimez Paris? Ah oui, mais non seulement j'aime Paris, mais j'aime faire des recherches sur Paris. Parce que je pense que j'aurais comme préféré la capitale. Si je pouvais oui, si vous aviez des remords et des regrets. Remonter un peu dans le temps, je crois que j'aurais préféré quand même vivre peut-être au siècle des Lumières que connaître la ville contemporaine qui est malgré tout... il y a eu quand même des choses regrettables de fait à Paris. C'est vrai qu'il y a... Tout l'urbanisme des années 70, le front de Seine, il y a quand même des tas de choses qui sont à déplorer. Et encore nous... dans le 14e, on revient de loin. Ces belles tours, là, on revient de loin. En face de la maison de la radio. Voilà. Sont belles ces tours. Mais vous savez que le quartier Beaugrenelle, c'est notre 14e, dans les années 70, on voulait construire une radiale, c'est-à-dire en fait un deuxième périphérique qui serait parti de la porte de Vanves pour rejoindre la gare Montparnasse, c'est-à-dire saccager tout ce qui est le secteur de la rue Vercingétorix, rue de l'Ouest. Mais à une époque, il y a eu des barres HLM qui ont été construites, elles existent aussi, toujours. Oui. Et heureusement que Plaisance, justement, est dotée de plein d'associations fort pugnaces. Ils ne se laissent pas faire, les Plaisanciens. Ils savent très bien qu'ils sont les descendants des communards du 14e. Hein. Le bastion de la commune à Paris, dans le 14e, était le quartier de Plaisance. De même que dans le 13e, c'était la butte aux Cailles, de toute évidence. Et ils ne se laissent pas faire. Donc, quand ils ont eu vent de ces projets de béton urbain et de bétonnage dans les années 70, il y a eu une forte opposition qui a fini par obliger les pouvoirs publics à revoir leur copie. Sinon, on aurait un quartier encore beaucoup plus horrible. Donc, les gens se sont battus pour éviter qu'on ait justement une autoroute urbaine qui casse les quartiers en deux. Alors, bien sûr, il a fallu quand même faire disparaître des îlots insalubres. Mais il y a eu quand même moins de destruction effectuée que ce qu'ils avaient envisagé à l'origine, grâce à l'intervention de fort pugnaces associations de quartier qui étaient quand même attachées justement aux anciens souvenirs de ces faubourgs, où il y a toute une vie qui s'était développée dans les années 50, 60. C'est là où Paris vivait. Parce que le vieux Paris étant mort, les faubourgs étaient encore vivants.
Et d'ailleurs, il suffit de lire les dialogues de Michel Audiard. Et là, on voit comment on vivait à l'époque à Plaisance. Sans être dans le passé, vous regrettez cette époque où il y avait plus de, j'allais dire, de convivialité, de fraternité, je pense que d'entraide. Oui. Et je vous dis, le 14e reste malgré tout un des quartiers parisiens, enfin des arrondissements parisiens où il y a le plus d'associations. Ouais. Alors, ça tend à disparaître un peu aussi. Un petit peu, mais il en reste encore. Il reste un tissu associatif qui est bien plus important et qui est certainement le souvenir de ce Paris faubourien où les gens étaient misérables, certes, mais s'entraidaient, où il y avait une vraie convivialité en dépit des circonstances qui étaient vachement difficiles. Y a-t-il encore quelques Auvergnats dans le 14e? Alors il en reste encore, mais en effet c'est pareil, c'est en voie de disparition. Y a-t-il encore l'Auvergnat chanté par notre ami Brassens, qui habitait rue de l'Ambre? Non, Brassens a habité bien plus longtemps la Maison de Jeanne, impasse Florimont, le long de la rue d'Alésia. Là où mon enquête historique m'a fait situer très précisément, alors ça encore un des paradoxes, j'ai trouvé que la justice de Vanves, parce qu'avant c'était l'abbaye de Sainte-Geneviève qui avait droit de haute et basse justice sur ce secteur. Je parle du temps de la royauté. Excusez-moi, c'est le téléphone. Voilà. Ça reste vivant. Et donc, les fameuses fourches patibulaires. Oui, mais presque. Oui, patibulaires, mais presque. Étaient juste devant la maison de Jeanne. Et donc, Georges Brassens n'a jamais dû se douter que en face de sa maison se balançaient jadis les corps pendus des malandrins de l'époque. Alors, lui qui en parlait, qui n'était pas un ange de cœur. D'autres endroits du 14e que vous connaissez bien? Parce qu'il y a beaucoup d'édifices religieux. J'avais fait la note, j'ai été époustouflé. La chapelle de l'hôpital Sainte-Anne, c'est bien dans le 14e. Oui, Notre-Dame du Rosaire, qui est un chef-d'œuvre d'architecture. La chapelle du couvent Saint-François. Oui. Le cimetière de Montparnasse aussi, on peut en parler. Bien sûr, cimetière de Montparnasse. Vous parliez de Gérard de Nerval tout à l'heure. Oui, qui a beaucoup... Paraît-il qu'il est à deux endroits différents. Alors, c'est pas tout à fait vrai. C'est qu'on n'est pas sûr de l'emplacement réel de la tombe. C'est plutôt ça. C'est pas qu'il ait été coupé en deux, Gérard de Nerval. Allez-y. Il n'a pas été... Je vais l'éteindre, oui. Voilà. J'ai oublié de l'éteindre. Et Gérard de Nerval, ce qui est certain, c'est que justement, il a dédié un de ses ouvrages à ce fameux cabaret de la Mère Saguet, à laquelle je consacre un chapitre de mon ouvrage, tellement son cabaret a été célèbre. C'est un simple resto de campagne, mais quand on voit la liste des gens qui l'ont fréquenté, même un 3 étoiles parisien ne pourrait pas s'en enorgueillir. Alors, cimetière du Montparnasse, Simone de Beauvoir, oui, Jean-Paul Sartre. Pas très loin l'un de l'autre de Gérard de Nerval, on est d'accord. Oui. On a aussi des fédérés fusillés de la commune pour nous ramener à d'autres souvenirs. Donc c'est vrai que le cimetière Montparnasse, il fait partie des 3 cimetières people de Paris où la plupart des personnalités sont enterrées. Le plus important, évidemment, le plus connu, c'est le Père Lachaise. Oui, d'accord. Numéro 2, Montparnasse. Numéro 3, Montmartre. Les 3. Alors, si on fait la liste des people enterrés dans ces 3 cimetières parisiens, on a de quoi remplir un quota des arts, des peintres, des historiens. Mais voyez, je ne savais pas au cimetière de Passy, il y a un cimetière aussi. Oui, mais il y a Fernandel qui est enterré, je ne savais pas. Fernandel, oui, mais c'est un tout petit cimetière. Vous voyez, il y aurait une émission à faire sur les cimetières. Mais c'est vrai. Ou alors sur les vieux ossements des catacombes, parce que alors là, sachant que l'ossuaire avait été constitué de la plupart des anciens cimetières parisiens, donc y compris le fameux cimetière des Innocents, par exemple, tous les os des révolutionnaires dont je parle dans mon livre, qui ont été guillotinés, et qui sont entre-guillotinés, mais les os finalement de Robespierre, de Marat, de Danton, de Camille Desmoulins, se sont trouvés... Tous ensemble. Voilà. Alors qu'il y avait le cimetière des Errancy, où on avait enterré, mais après tout le monde avait été ramené dans nos fameuses catacombes. Alors parmi les autres monuments, les églises, plusieurs églises, Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame du Travail, l'église Saint-Dominique, l'église Saint-Pierre de Montrouge, l'église réformée de Paris-Plaisance, elle existe toujours, l'église évangélique baptiste, c'est toujours dans le 14e, la Coupole c'est un restaurant, l'Observatoire alors... l'Observatoire de Paris. Vous parliez de Mitterrand tout à l'heure. Non, c'est plutôt de Louis XIV dont il faudrait parler. Ah bon, d'accord. Non, parce qu'il y a bien une histoire de Mitterrand. Ah oui, l'attentat, le faux attentat. L'Observatoire. Oui, alors, allez-y, oui. On sait que ça a été une opération entièrement bidonnée. Non, c'est d'accord. Voilà.
Mais pour en revenir à Cassini, alors c'était aussi un grand secteur d'œuvres hospitalières. L'hôpital Cochin à l'origine, c'était un couvent. Il faut savoir que la prison, je veux dire La prison de la santé, c'est pas un couvent, mais non, je parle de l'asile qui était Sainte-Anne. Sainte-Anne était de formation beaucoup plus ancienne que la prison de la santé, qui elle date presque du Second Empire. Mais Sainte-Anne, c'était beaucoup plus ancien que ça. Et on avait aussi, alors justement dans notre secteur, de la Tombissoire, la confrérie de Saint-Jean-de-Latran, qui étaient les hospitaliers, qui étaient un peu les concurrents des Templiers. Et là, on remonte au Moyen-Âge. L'ordre de Mac, les Saint-Jean-de-Dieu, etc. Voilà. Et c'était eux qui avaient donc cette commanderie. Ils avaient le fief de l'Oursine, donc partiellement sur le 13e arrondissement. Et cette commanderie à cheval justement sur les catacombes, à l'emplacement de notre rue de la Tombissoire et du secteur de notre rue Allée, précisément. Francis Mandin, vous parliez tout à l'heure de l'Observatoire, plutôt parler de Louis XIV que de Mitterrand. Qu'auriez-vous à dire? Ça devait s'appeler le quartier de l'Observatoire à une époque, oui, non? Le quartier de l'Observatoire était un des noms officiels du quartier, puisque le 14e est divisé administrativement parlant en 4 quartiers. Mais ils ont changé de nom au fil du temps, depuis 1860. Puisque donc, je rappelle encore une fois qu'avant 1860, on n'était pas parisien ici, on était Montrougiens. Et c'est d'un coup de baguette magique que le 31 décembre 1860, tout ce petit monde qui était donc des gens des faubourgs, donc des banlieusards, faut bien le dire, se sont retrouvés englobés dans Paris intramuros, et après c'est devenu donc des faubouriens, avec leur accent des faubourgs. Mais ils ont été rapidement donc intégrés, alors qu'au début les Parisiens s'en fichaient un peu des gens qui habitaient justement, qui avaient gardé des côtés un petit peu banlieusards. Michel Servet, qui était Michel Servet? Michel Servet. Il a une statue dans le 14e. Alors là, je me rappelle, vous me prenez, vous voyez, ah, mais c'est du direct, hein. Non, mais je peux être pris en défaut sur ce détail, mais je pourrais vous dire ça très, très vite. Oui, cette prison de la santé, toujours très active. Quand le vent est favorable, on l'entend les cris quand il fait chaud en été. Non, on va plus l'entendre maintenant. Pourquoi? Parce que, alors, donc la prison de la santé, il faut savoir que... C'est quand même fou s'appeler prison de la santé. Parce que justement, à l'origine, ils voulaient avoir fait un truc salubre par rapport... Il faut voir que l'univers carcéral d'Ancien Régime, c'était pas la prison de la santé. Donc c'était considéré, pour son époque, comme quelque chose de moderne. Et il faut savoir aussi qu'à cette époque, les exécutions publiques qui avaient lieu place Saint-Jacques, à 2 pas de là où vous habitez, c'est là où la snare et la guillotine étaient dressées. Après, on a trouvé que c'était plus politiquement correct de faire des exécutions publiques. Donc c'est à la prison de la santé qu'ont eu lieu les toutes dernières exécutions. La dernière exécution. La toute dernière jusqu'à ce que Badinter... Ranucci, voilà. Ouais. Jusqu'à ce que Badinter fasse interdire la peine de mort. Et donc la prison de la santé, contrairement à ce que vous dites maintenant, est en passe d'être désaffectée. Donc il n'y a plus de détenus. Et va être transformé en centre... de remise en forme? Non, pas en centre de remise en forme, en maison de... Je crois... De redressement, de correction. Oui, un truc comme ça, voilà. Et donc, a priori, il n'y aura plus de... Ah bon, je pensais qu'il y avait toujours des prisonniers rue de la santé. Non, ils sont en cours de transfert. Ah d'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on voit souvent passer des... Voilà. Alors la prison de la santé, pour savoir, c'est la dernière prison intramuros de Paris. Parce que toutes les autres, la Roquette, etc. Et donc maintenant, il n'y aura plus de gens en prison dans Paris. Dans Paris intramuros. Ils seront à Fleury-Mérogis ou à Fresnes ou en banlieue. J'ai retrouvé un très très vieil enregistrement pour parler de Paris. Allons-y. Les bruits de Paris. Il y a quelque temps, je rencontre Mimile qui me dit en ce moment, je cherche dans une rue tranquille un appartement dans ma maison, c'est intenable. Il y a du potin le jour, la nuit. Je ne dors plus, c'est effroyable. J'en ai plein le dos de tout ce bruit. Au-dessus y a un piano, au-dessus y a un phono, à gauche un haut-parleur et un aspirateur. À droite y a un jeune homme qui joue de l'harmonium et une vieille demoiselle qui joue du violoncelle. En bas y a l'autobus qui passe comme un obus. Les autos n'arrêtent point de faire coin, coin, coin dans la cour
emballeur, cloué tape à toute heure. On devient ahuri avec les bruits de Paris. Je lui indique à la muette un appartement dans une rue calme et discrète. Il le prie vivement. 8 jours après, je revois Mimile qui me dit je vais refiche le camp. Je la retiens, sa rue tranquille, là comme ailleurs y a du boucan. Au-dessus y a 2 pianos, au-dessus y a 3 phonos, à gauche 6 haut-parleurs et 12 aspirateurs. À droite y a un piston et 2 accordéons, un jazz, un saxophone, une flûte et un trombone. Y a un breton qui joue toute la nuit du biniou, un italien plus bas joue de l'ocarina. Au rez-de-chaussée il y a un petit bal auvergnat. On devient taille avec les bruits de Paris. Pour avoir le parfait silence, lui dis-je, le mieux serait d'avoir ta résidence dans un coin de banlieue. Je l'ai revu l'autre semaine. Il me dit j'habite à Montlhéry, mais dans ma maison qu'elle déveine, c'est encore pire qu'à Paris. Au-dessus y a 6 pianos, au-dessus y a 12 phonos, à gauche 20 haut-parleurs et 15 aspirateurs. La nuit j'entends partout des chiens qui font. Je suis réveillé le matin par le coq du voisin. Y a un bonhomme en face qui joue du corps de chasse. Et puis le chemin de fer fait un bruit d'enfer. Mais ce pauvre Mimile est maintenant bien tranquille. Depuis il est dit-on logé à Charenton. Cette fois, notre voyage temporel touche bel et bien à sa fin. Nous voici revenus en l'an de grâce 2014, à l'heure où nous achevons de rédiger cet ouvrage. Il ne nous reste plus qu'à nous extraire de la machine à remonter le temps et à nous retourner une dernière fois sur le gymnase Rosa Parks pour y voir planer le fantôme de Fantaisie et du carrosse de Fréron, si toutefois nous croyons, comme d'aucuns le pensent, que les murs ont leur propre mémoire. C'est la conclusion du livre. Je remonte mon micro. Voilà, c'est en direct. Je suis à la fois le caméraman, le metteur en scène, celui qui fait du Larsen. Francis Mandin, la véritable histoire du château du Maine, ou les mystères d'un domaine disparu au cœur du quartier de Plaisance. Je suis en train de me tuer les oreilles. Je vous laisse la conclusion de ces 2 heures de direct, Francis, en vous remerciant d'être venu et d'avoir parlé aussi bien de Paris, des radios libres, des radios pirates. Je pense que nous pourrions être amenés à nous revoir. Oh, mais pourquoi pas, hein. D'ailleurs, je verrai demain notre excellent ami commun Jean-Philippe Riquel, et qu'on a évoqué dans cette émission et qu'on retrouve en illustration sonore du DVD qui illustre le livre, puisque je rappelle à nos futurs peut-être lecteurs que d'une part ils peuvent accéder à une version numérique du livre s'ils ne sont pas en France, ou s'ils ne peuvent pas l'acheter dans une des bonnes librairies du 14e. Il existe en version numérique, et j'ai mis aussi sur YouTube une petite partie de la vidéo. Un teaser, comme on appelle un maintenant. teaser, voilà, puisque je fais cadeau du film de 30 minutes qui sert d'illustration au livre. Ah oui, alors justement... Et on peut aussi donc aller, comme je l'avais déjà indiqué, voir sur le site de mon infographiste pour se balader sur Google Earth, dans la ZAC d'Ido, mais pour retrouver le domaine de Fantaisie tel qu'il était à l'époque de Fréron. Je montre la première de couverture de votre livre à la caméra, et donc le DVD donc aussi. Voilà. Le DVD, vous en faites cadeau à ceux qui achètent le livre? Absolument. Parce que comme je n'avais pas pu mettre beaucoup d'illustrations dans le livre comme je l'aurais voulu, il aurait fallu mettre plus de 300 portraits, cartes anciennes et avec le format. Donc j'ai préféré faire un DVD de 30 minutes qui suit strictement le chapitrage du livre et qui montre un peu à quoi ressemblaient les personnages qui sont cités, à quoi ressemblait l'ancien Paris, et voilà, qui est en fait 2 siècles d'histoire, mais purement en images. Alors pour les internautes, où peuvent-ils se procurer le livre? Alors, soit sur les sites internet, soit sur les librairies traditionnelles dans le 14e arrondissement, et
heureusement encore riche, parce qu'on fait partie des arrondissements où les libraires de quartier se défendent assez bien. Ouais. Donc les très bonnes librairies du 14e ne manquent pas, il y en a une bonne douzaine. Tropique, l'Arbre à Lettres, etc. Enfin, que tous les gens connaissent bien. Et ils ont l'ouvrage. Le divan. Ah non, c'est dans le 15e, ça. Mais c'est bien à faire. Bon, est-ce que vous avez envisagé des émissions, pardon, des conférences? Mais c'est déjà prévu. Allez-y. Donc à la rentrée prochaine, justement, grâce à l'UD, qui était une des associations qui se sont battues contre le bétonnage du 14e, on va faire une projection écran cinéma et avec une commentée donc du DVD, rue des Thermopyles, probablement, je crois, le 6 septembre, un samedi 6 septembre. Et j'en ai prévu aussi à la mairie du 14e, dans le cadre de la Société historique. Il y a une conférence projection aussi qui est prévue en octobre. Donc avec le DVD aussi. Oui, voilà, D'accord. systématiquement, parce que c'est beaucoup plus parlant et c'est beaucoup mieux de voir les images après avoir lu Bien le livre, sûr, ouais. de voir à quoi ça correspond. Et là, on retrouve notre 14e. J'ai pu trouver à Carnavalet notamment ou à la BHVP des gravures tout à fait saisissantes qui nous montrent d'un œil complètement nouveau notre arrondissement. Moi, je trouve qu'il est courageux de votre part, c'est pas héroïque, mais c'est courageux de consacrer un livre au 14e arrondissement de Paris et de ne pas parler de Montparnasse, parce que ce sont toujours les mêmes quartiers dont on parle dans les bouquins. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu le faire, parce que comme je l'explique dans le prologue, Plaisance est resté un petit peu le vilain petit canard, donc il n'a pas été traité de la façon... Donc les gens qui veulent se renseigner un peu sur le quartier de Plaisance, il n'existe que 2 ouvrages. Un énorme pavé très très bien documenté, par Jean-Louis Robert, mon éminent collègue que je salue au passage, un vrai travail d'érudit, 600 pages, et mon modeste ouvrage. Alors que sur Montparnasse, bien sûr, il y a plus de 600 ouvrages. Donc j'ai préféré à la fois le parti de la difficulté et plutôt de me dire, ben voilà, le sujet est plus mince, mais il y a eu peu de choses de dites, alors autant dire ce qu'il y a à dire dessus. Merci pour ces 2 heures de direct. Ben merci Jean-Claude. 2h07. 2h07. Vous imaginez quand on a même, dépassé l'horaire imparti. Oh, chez nous, il n'y a pas encore d'horloge en disant c'est terminé, il y a de la Voilà. publicité. À très bientôt, Francis Mandat. Merci beaucoup. Merci. Ce soir je prends le large, sans savoir où je vais. Je suivrai les étoiles. Ce soir je prends le large, je vis ma destinée. Mon chemin. Alors oui, nous suivons notre destinée, les émissions en direct, en repris aujourd'hui. Il y en aura tous les jours cette semaine. Demain, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Demain, j'y serai encore. Bah oui, quand on aime, on ne compte pas. Et demain, c'est une drôle de rencontre aussi. Un petit peu comme Francis Mandin. Il y a quelques jours, je vais à la poste de Corvisart, dans le 13e arrondissement, poster mon livre. Parce que j'ai des demandes, des personnes qui me disent « On veut ton livre, dédicacé ». Donc, j'ai dédicacé et j'enveloppe. Et arrivé au bureau de poste, le préposé regarde mon livre et me dit « Tiens, mais c'est vous qui avez écrit ça ?» Et on discute. Et on discute parce que même dans les bureaux de poste, on peut encore discuter en 2014 à Paris. C'est ça le fabuleux destin de Paris, que l'on peut encore discuter sur les marchés, dans la rue, au bistrot. Et là, c'était au bureau de poste. Et finalement, bien, le guichetier, le préposé, me donne sa carte et me dit « Je suis chanteur, auteur, compositeur, interprète. » Et je lui dis « Bien, on fait une émission ensemble ?» Et Franck me dit « Oui, c'est bon. » Et il sera là demain, en direct, de 17h à 19h. Il s'appelle Franck Isignan. Son pseudo, c'est Chimie. Et je puis vous dire, il a un talent fou, ce garçon. Mais vraiment fou. Alors avant qu'il devienne célèbre et qu'il passe sur TF2 ou France 1, je me suis dit, je l'invite sur la Web TV Étoile du Cœur à demain, 17h. Merci. Vous allez voir regarder la télévision maintenant. Vous regardez 3 télévisions, bonsoir.